Alors merci à tous. Merci à Madame Lalou de m'avoir invitée et réinvitée, puisque j'étais déjà prévue sur, on appelle ça un événement neigeux, j'ai cru comprendre. Voilà. Donc ce matin, c'était du brouillard quand je me suis levée. Et je suis heureuse d'être ici avec vous, d'être en plus à côté de Danielle Dubois, une collègue, ancienne collègue, toujours amie, du temps où je partageais ce bâtiment, enfin l'UFM autrefois, avec elle. Alors j'ai changé le titre, c'est une manie chez moi jusqu'à la fin. Voilà, je suis désolée, hein, je ne donne jamais les bons titres. Mais justement, c'est une façon d'entrer en matière que pose la question de l'écrit et de ce que l'on fixe. Pour moi, les écrits ne sont jamais fixes, même si c'est toujours des traces de quelque chose qu'on tente de fixer. Alors, mon propos va concerner, vous l'aurez compris, hein, les activités d'écriture à l'école maternelle et aussi hors de l'école maternelle. Quand je dis hors de l'école maternelle, c'est toujours les enfants du même âge. Qu'est-ce qu'ils écrivent à l'école et en dehors de l'école? Et ce qui m'intéresse, c'est de voir, alors ce que j'appellerais, parce que voilà, on aime, là d'où je viens, on aime ces termes un petit peu pompants, mais enfin c'est pour dire des choses très simples, hein. Le sujet scripteur, c'est-à-dire cet enfant qui est en train d'écrire, quand il écrit à l'école et quand il écrit hors de l'école, comment se construit donc cet enfant en tant qu'il est, voilà, je ne peux pas dire écrivain, voilà, je dis scripteur parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du geste, de l'acte scriptural, on y reviendra sans doute. Comment il investit les tâches d'écriture qu'on lui propose, ou d'ailleurs qu'on ne lui propose pas, mais comment il se dépatouille, il fait avec ça, et quelles sont les dimensions qui sont aussi convoquées, en particulier à l'école, quand on leur propose des tâches d'écriture. Alors, dimensions, pour moi, elles sont... alors, c'est pas binaire, même si j'en propose deux, mais en tout cas, elles sont à des degrés très variables, entre ce que j'ai tendance à appeler la dimension de l'enfant, la dimension de l'élève, voilà, qui sont pour moi des constructions théoriques, c'est-à-dire une façon de dire comment ce sujet, comment l'enfant, à l'école et en dehors de l'école maternelle, se construit en tant que sujet en apprentissage de l'écriture ou menant des activités d'écriture. Je vais situer mon propos là dans le cadre théorique où je travaille, c'est-à-dire en didactique du français. Je crois que c'est quand même important justement pour préciser pourquoi je dis ceci, d'où je le dis, c'est-à-dire que je m'intéresse au contenu en tant qu'ils disent des choses de la façon dont les sujets apprennent ou n'apprennent pas. Ce qui m'intéresse, c'est aussi quand ils n'apprennent pas, d'ailleurs. Alors en didactique du français, j'insiste aussi sur ce champ-là parce que il me semble, moi, qu'on est très mal représenté, qu'on ne sait pas bouger dans ma discipline, qu'on fait peu pour la maternelle, que voilà, je pense qu'il faut reprendre en compte, en tout cas pour nous, didacticiens du français, l'école maternelle. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que tant qu'il n'y a pas quelque chose qui ressemble à de la discipline scolaire, il n'y a pas d'intérêt pour les didacticiens. Eh bien, je suis venue vous dire que ce n'est pas vrai. On s'y intéresse. Alors, mon propos va aussi s'appuyer sur des données que je recueille depuis pas mal d'années, puisque j'ai commencé dans les années 2004 à recueillir dans des milieux socio-éducatifs assez contrastés, dans une dizaine d'écoles, autour du Douaisis, puisqu'à l'époque je travaillais là-bas, à l'UFM, des écrits scolaires. Les petites sections ne m'ont pas suivi, donc j'ai presque rien, pas grand-chose. Les enseignants de moyenne et de grande section, eux, m'ont invité, m'ont donné, m'ont laissé entrer dans ce quotidien de la classe. Et puis, dans ce quotidien, eh bien, il y avait aussi les parents. Et progressivement, les parents se sont demandé, mais elle ne travaille pas, cette dame, qu'est-ce qu'elle fait à être toujours là dans la classe? Et donc, je leur ai expliqué pourquoi je venais dans l'école. Et donc, j'ai commencé aussi à recueillir, parce que les enfants écrivaient ce que eux me laissaient
comme trace des écrits en dehors de l'école. Donc c'est un corpus, j'y reviendrai, hein, très inégal, voilà, qui se construit. Ensuite, pour des tas de raisons, entre 2007 et 2010, qui sont liées à d'autres activités professionnelles, j'ai arrêté de recueillir. J'ai recommencé en 2010, cette fois-ci avec 2 classes de centre-ville. Et puis, depuis maintenant un peu plus de 3 ans, je recueille des données d'écrits qui se passent au Petit Forum des Sciences à Villeneuve-d'Ascq. Voilà, les enfants de 3 à 6 ans viennent à ces visites et nous laissent des traces. Voilà, je ne vous en montrerai pas aujourd'hui, mais à l'occasion, je pourrais vous dire ce qui se passe quand ils viennent accompagnés de parents, ce qu'ils écrivent. Quand ils viennent pendant les visites scolaires, ce qu'ils écrivent, il y a là des choses qui sont très intéressantes. Surtout si on intègre en plus les visites périscolaires. Hein, quand ils viennent le mercredi avec le centre, eh bien, ils ne font pas tout à fait la même chose et le rapport à l'écrit montre des bougies qu'il faut justement pouvoir observer. Alors, une petite précision, c'est qu'au début, tout ça, je ne le recueillais que pour la formation. C'est-à-dire que j'y allais avec des étudiants, j'y allais seule, j'avais besoin d'outils parce que j'étais formatrice à l'UFM et je voulais voilà, être plus proche, comprendre ce sur quoi après on me demandait de former les enseignants. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, le corpus évolue. Je vous propose d'intervenir en 3 temps, assez rapides. Hein. Comme j'ai cours à 13h30, ne soyez pas inquiets, à midi je termine. Voilà, c'est sûr, ce sera terminé avant. Les tensions entre l'enfant et l'élève scripteur, entre ces 2 dimensions hein, dont je vous parlais tout à l'heure, je reviendrai sur le terme tension. Ce que l'on sait, qu'est-ce qu'on sait là, dans le domaine qui est le mien, de ces observations de terrain, qu'est-ce que nous savons, et les recherches hein, qui ont pu être faites, qu'est-ce que nous savons de ce que savent et de ce que font les élèves quand ils écrivent et ce qu'ils disent pouvoir écrire. Et puis, on terminera ensemble sur voilà, ce que moi j'ai envie d'appeler une interaction, une articulation de ces 2 dimensions qui me semblent nécessaires, qui me semblent de toute façon être là. C'est ça que je voudrais en fait voir avec vous. Comment est-ce qu'on peut l'observer et quel intérêt de la voir. Alors, je parle de tension. Pour moi, tension, ce n'est pas du tout un terme négatif pour dire qu'il y a une dimension qui en écraserait une autre et que donc ce serait comment je dirais, la responsabilité d'un équilibre qui ne serait pas maintenu ou d'une dimension qui doit s'effacer devant l'autre. Je pense que quand on s'intéresse à l'écrit et quand vous écrivez, on pourrait voir dans différentes tâches où nous écrivons avec le sujet complet que nous sommes. L'écriture mobilise le sujet dans son intégralité, ne serait-ce que parce que faut avoir envie d'écrire. Avoir envie, j'ai bien aimé l'expression de tout à l'heure, comment écrire si on n'a pas envie d'écrire, comment parler aussi si on n'a pas envie de parler, évidemment. Hein. Mais écrire mobilise, et c'est Vygotsky qui disait ça, mobilise des choses du sujet dans toute son intégralité. Pour des choses pour des raisons qui m'échappent, là il y a un in-univers, je ne sais pas pourquoi, le U s'est transformé en I. C'est l'avantage de ces outils. Hein. Voilà, alors, tension, ce n'est pas négatif. Tension, pour moi aussi, c'est le signe qu'il peut y avoir du coup des apprentissages, parce qu'il peut y avoir des bougées. C'est parce qu'il y a des tensions qu'il y a des bougées. Si l'enfant n'était pas en tension avec la construction de son sujet élève, il ne bougerait pas. Voilà. Donc c'est constitutif de l'évolution. Après, il y a ce qu'il mobilise comme dimension de l'un ou de l'autre pour aller vers un élève qui, effectivement, écrit et respecte des normes que fixe l'école. Alors, ces tensions, comment je les observe néanmoins? Eh bien, je suis désolée, mais je vais reprendre beaucoup de choses de ce que disait Madame Bouis tout à l'heure. Et d'ailleurs, je ne suis pas désolée, j'étais très contente de l'écouter. Mais voilà, je suis désolée si ça fait un peu redite pour vous. Mais il me semble que la dimension enfant est parfois un petit peu effacée de l'école maternelle, telle que je la reconstruis. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, je suis assez marquée dans ces classes-là, depuis 2004, de cette abondance des écrits affichés. Je parle bien d'écrits qui s'affichent. Ce ne sont pas les écrits des enfants qui s'affichent. Très peu. Enfin, j'ai rarement vu des écrits d'enfants affichés. Ce sont des outils, ce que je vais appeler des outils par la suite. C'est l'alphabet
en petite section. On l'observe, on le voit. Alors, je ne dis pas qu'on le voit partout, je dis il arrive, qu'on entre dans une classe et que l'on voit ces alphabets. Ce sont les recettes de la salade de fruits qui apparaissent au mur. Donc l'enfant est envahi d'écrits scolaires pour les activités scolaires auxquelles il donne plus ou moins de sens, mais en tout cas il y a cette abondance de lui rappeler sans arrêt là où il va, pas là où il est, en tout cas ce qu'il va avoir à faire. Alors, c'est un univers de l'écrit qui varie beaucoup d'une classe à l'autre, mais je vous dis, la place pour les écrits des enfants, je l'observe peu. Dans mon corpus, je ne l'observe pas beaucoup dans ce qui s'affiche. Quand on regarde les activités, et quand je prends ce corpus de 10 classes sur 6-7 ans, ce qui représente quand même beaucoup de choses, eh bien, très souvent, encore, même là dernièrement, ce sont des activités qui préparent. Je n'ai pas changé mon texte depuis tout à l'heure. Si je retrouve ce que disait Madame Bouy, c'est parce qu'effectivement, on a cette préparation qui prépare à l'écriture, qui prépare à la norme. Le graphisme domine, et là, voilà, il dominait déjà en 98, nous disait Marie-Thérèse Zerbatopoulou. Dans ce que j'observe, voilà, il y a encore beaucoup de ces écrits. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait, c'est pas ça. Je décris. Voilà. Et là, quelle est la place pour cette dimension que le sujet scripteur, pour ne l'appeler ni enfant ni élève, mobilise cette dimension enfant. On a aussi des tâches d'écriture très très ritualisées. Alors je vais vous montrer quelques exemples. Je les ai choisis parce qu'ils sont très représentatifs de mon corpus. Alors quand je dis très ritualisé, voilà. En grande section, on apprend les jours de la semaine. Sous cette forme-ci ou sous d'autres formes. Parfois écrit entre les lignes, parfois pas du tout. Voilà, dans l'ordre de la comptine de la semaine, ou pas du tout en lien avec une histoire, ou pas du tout. Mais on observe des écrits comme ça. Je veux dire que l'écriture des jours de la semaine, ça prend. Voilà, c'est beaucoup. J'aime beaucoup cet écrit parce que j'ai comme ça, dans le corpus, des documents que je trouve assez fabuleux au niveau des apprentissages. C'est Hugo, il est en grande section. On est le lundi 2 mai 2011. Il écrit Hugo parce qu'il sait que quand on lui donne une feuille, il écrit Hugo, donc il écrit Hugo. Il écrit la date parce qu'on lui dit qu'il faut qu'il écrive la date, et donc il cherche, il n'a pas l'exemple sous les yeux, donc il cherche la date, vous voyez, il recopie merveilleusement bien. Puis j'aime, mon abécédaire, c'était en fait l'activité qu'il devait faire. Il devait recopier, mais là, cette fois-ci, entre les lignes. Et quel est le statut de ces écrits ? Vous voyez, de ce prénom qu'il écrit, parce que, voilà, il se dit, c'est l'enfant accueilli en tant qu'élève, il écrit son prénom, parce qu'en tant qu'élève, on lui demande d'écrire son prénom. Il répond à cette consigne d'écrire la date un peu comme il en a envie, comme là où il en a envie, et ensuite, il a la tâche d'écriture, et celle qui est plus ou moins évaluée par l'enseignante, qui est celle d'écrire, de recopier précisément, en respectant là des choses que nous connaissons bien, l'espace de la feuille blanche. Voilà, comment vous voyez, rien que cet écrit-là, qui prend beaucoup de temps en même temps, montre des mobilisations différentes de l'acte d'écriture, des exigences différentes, et où le sujet, ce petit Hugo, il a mobilisé des tas de choses, de ce qu'il sait, de ce qu'il est en train d'apprendre, de ce qu'il sait qu'on attend de lui. Je ne suis pas sûre qu'il sache reproduire mon abécédaire, mais en tout cas, voilà. Et des fois, il y a des contraintes d'espace, et des fois, il n'y a pas de contraintes d'espace, et des fois, on écrit entre les lignes, et des fois, on n'écrit pas entre les lignes, des contraintes diverses. Ici, on est dans la copie. Pareil, voilà, des choses auxquelles vous êtes coutumiers. Voici ce qu'on peut toujours observer en grande section. Voilà, demain c'est les vacances, j'aime beaucoup. On est dans une période de l'année où je revisite ces écrits-là. Nous sommes vendredi, au mois de juin. Voilà, un écrit, une page, le cahier d'écriture de l'élève.
auquel faisait allusion à Madame Bouis tout à l'heure. Voici ce que aussi des enfants de grande section produisent. Tout mon corpus ne rend pas compte d'une telle qualité, évidemment, hein. Mais voilà, ce que l'on peut aussi observer. Voilà, le jeudi 30 juin, pour être bien sûr qu'ils ne perdent pas beaucoup pendant les vacances, hein, et qu'on ne prépare pas en vacances, mais on prépare bien au CP, une belle écriture, hein, de A et de P, de papa. Voilà, papa a un chat, à lire. Donc on travaille, c'est la preuve qu'on travaille dans les écoles maternelles jusqu'au dernier jour, si on en avait besoin. Alors, que dire de cela? Eh bien, si je reprends le corpus et ces quelques exemples, hein, dont je vous disais tout à l'heure qu'ils étaient représentatifs du corpus sur lequel je travaille. Il y a beaucoup de tâches de reproduction, il y a très peu de tâches de production écrite, où les enfants écrivent ce qu'ils ont envie d'écrire. L'écriture est très soumise à la contrainte de ce qui est nécessaire pour après, dès l'école maternelle, et presque chez les tout-petits déjà, même si je vous disais les tout-petits, par la force des choses, je les ai peu exploités. On a des outils, voilà, qui servent au CP, le prénom, la date, les saisons, les couleurs, ça je l'ai, il n'y a pas une classe où j'ai pas ça. On apprend ça, on enseigne ça. Je ne sais pas s'ils apprennent, mais en tout cas on enseigne ces outils-là, et très clairement on les enseigne parce que ce sont des outils qui constituent le bagage de l'élève qui entre au CP, avec toutes les dérives, hein, que soulignait Madame Bouis tout à l'heure, mais aussi ce bagage nécessaire, ou pas, enfin en tout cas un bagage avec lequel les enfants peuvent arriver au CP. Il y a aussi, je vous l'ai peu montré, mais beaucoup ou toutes ces activités se centrent très souvent sur la vie de la classe, hein. On dit qu'on est sur du concret, sur du vécu de l'enfant. Pour moi, c'est beaucoup plus la vie sociale scolarisée. C'est-à-dire qu'on va s'attacher aux saisons, on s'attache aux fêtes, on s'attache au goûter d'anniversaire, aux sorties scolaires, c'est-à-dire à ce que l'école donne à voir aux enfants de la vie sociale. Ce n'est pas la vie de chaque enfant qui entre à l'école. Et justement, dans les écrits, il y a là des choses qui peuvent se jouer. On parle de la vie de l'élève, peu de la vie de l'enfant, même si c'est la vie extrascolaire ou des choses qui se passent autour de l'école. C'est ce que l'école attend de ce que l'enfant doit savoir pour entrer dans le métier, dans son rôle, dans sa posture d'élève. Mais en même temps, tout ça, c'est une quête de sens de cette activité scolaire, de donner un enracinement à ce que les élèves ont à apprendre. J'ai bien dit les élèves pour le coup. Alors, on pourrait dire, si je m'appuie sur mon corpus, qu'on a un enseignement, peut-être un apprentissage des contraintes, et qu'il y a là peut-être aussi une tension entre un enseignement et un apprentissage de la création scripturale, alors qui pourra être liée pour moi, hein, à toutes les autres activités artistiques, qui pour moi est une tension mais n'est pas du tout exclusive. Mais il est clair qu'on enseigne beaucoup plus les contraintes, que les activités amènent beaucoup plus l'enfant à entrer dans les contraintes de l'élève que l'élève à mobiliser la liberté de l'enfant. Les effets de cette tension, donc là je vais souligner ce qui peut-être peut être des risques, en tout cas des choses sur lesquelles j'ai envie qu'on y réfléchisse ensemble. Le devenir élève a fait couler beaucoup d'encre. Parfois, et je suis loin d'être la première à le souligner, on observe peu un élève en devenir, on observe davantage un enfant qui joue à l'élève, à l'école. Il a compris. L'enfant a compris cette structure de contraintes et il joue à imiter, à reproduire ces structures de contraintes. Alors, je vous disais, ce n'est pas nouveau. Il y a déjà 15 ans, Brigitte Caléja et d'autres le soulignaient, par exemple sur des tactiques
de détours, elle en décrit dans un numéro de Repère 98. Je vous conseille vraiment la lecture de cet article-là parce qu'il est assez fabuleux. Elle montre très bien comment une petite fille joue au verbalisme. C'est-à-dire qu'on lui dit « Et quand tu écris, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu fais pour écrire ?»« Je réfléchis dans la tête. » « Très bien. Et après, qu'est-ce que tu fais? » « Je fais des lettres. » « Très bien. Et après, qu'est-ce que tu fais? » Donc elle répond à chaque fois très très bien. « Bon, montre-moi comment tu fais. » En fait, elle ne sait pas. On peut dire et ne pas faire. On peut dire et ne pas savoir faire. On peut dire ce qu'il faut faire et pour autant ne pas passer à l'acte. Et si elle sait des tas de choses sur l'écriture, ça ne signifie pas qu'elle sait le reproduire. Et elle joue à l'élève. Vous voyez, c'est là où je reprends cette métaphore du jeu. Je retrouve un petit peu aussi cette idée du détour dans une recherche là, que nous commençons, qui a commencé il y a 2 ans, mais nous sommes en plein recueil de données depuis la première semaine de septembre sur les élèves au CP. C'est une recherche qui est financée par l'IFE, l'ENS de Lyon et la DGESCO. J'ai commencé le recueil de données. On est 130 classes dans toute la France et quelques-unes dans notre département. Je ne vais pas vous donner des résultats, je ne peux pas, et puis nous ne les avons pas. Mais ce qui m'a marqué en faisant passer ces premiers tests dans les écoles, c'est que les enfants disent des tas de choses de l'écriture. Et on a dans les tests qu'on leur a fait passer, on a une petite activité d'écriture. Je ne vais pas vous en dire plus, sinon tout mon protocole tombe à l'eau. Mais c'est curieux tout ce qu'ils ont à dire sur l'écriture. Ils savaient qu'ils allaient écrire, et quand je leur ai donné la feuille blanche, quasiment tous m'ont dit « On écrit le prénom ?» Voilà, feuille blanche, prénom. Je suis à l'école, on me donne une feuille, j'écris mon prénom, c'est la mienne. Alors, c'était ma première consigne. Je me suis dit, mince, à quoi sert le chercheur si l'élève sait déjà? Bon, après, on avait quelques mots, et puis bon, je vous en montrerai tout à l'heure. Mais c'est clair qu'il y a des réflexes. Pourtant, ils n'étaient pas en classe, ils sont retirés de la classe, dans un petit espace à côté de la classe. Mais c'est clair, ils sont entrés, ils savaient très très bien quand ils sont partis avec moi. Alors, ils sont partis avec une trousse. Et quand je leur ai dit, maintenant, on va écrire, eh bien, ils m'ont tous pris un stylo, parce que ce sont des grands élèves. Voilà. La place des autres outils scripturaux avait en quelque sorte disparu. Alors, j'ai envie de dire, le défi pour nous, ensemble, c'est de voir comment on peut faire pour que l'enfant intériorise un nouveau mode de pensée et pas simplement un comportement, ne pas satisfaire. Madame Bouis, tout à l'heure, disait que l'élève faisait plaisir à la maîtresse et à l'enseignant. Mais voilà, il joue à nous faire plaisir. Là aussi, il me faisait plaisir. Mais mes tests se sont bien passés, ils ont tous fait, j'avais rien à dire. Ils savaient pourquoi ils étaient là. Nous, on a passé 2 ans à savoir comment on allait poser nos consignes. Pas seulement, Alors, j'en arrive à mon deuxième point, les savoirs et les pratiques scripturales. Que savons-nous de ces pratiques de l'enfant scolarisé? L'une des idées que je défends beaucoup, et en m'appuyant sur des tas d'autres recherches, c'est que l'enfant qui arrive à l'école, donc l'enfant scolarisé, mais j'ai envie de dire l'enfant avant même qu'il arrive à l'école, il n'est pas vide de savoir sur l'écriture. Nous sommes dans un monde de l'écriture, de l'image et de l'écriture constamment. Ils voient leurs parents envoyer des SMS, ils voient des tas de choses, ils voient la place de l'ordinateur, ils sont familiers d'eux. Pas partout, presque partout. Ils vivent dans notre société, ils sortent de chez eux, ils voient bien, il y a des affiches publicitaires, ils vont dans des magasins, ils font des courses, il y a des choses écrites sur les boîtes de jeux. Voilà, il y a des tas de choses. Cet univers de l'écrit, ils ne sont pas étrangers, ils ne l'apprennent pas à l'école, loin s'en faut. Alors on a des recherches sur lesquelles j'aime me réappuyer pour nous rappeler que ça fait longtemps qu'on sait que les enfants savent des tas de représentations et savent des choses sur l'écriture. Je reprendrai pour mémoire
le travail de Carol Chomsky et Charles Reid en 1971, mais à la fin des années 70 aux États-Unis, ils font passer des tests à des enfants qui ne sont pas scolarisés. Ils leur demandent d'écrire des noms qui n'ont jamais été enseignés, puisqu'ils n'ont jamais été, ces enfants, scolarisés dans des milieux sociaux contrastés, avec des mots auxquels les enfants n'ont pas été forcément au contact de leur écrit. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, il y a des choses. Les enfants, avant d'avoir commencé à écrire, ils ont des représentations et ils savent faire des choses qui ne ressemblent pas à des lettres. Alors, j'ai enlevé l'exemple que je donne souvent, mais là, ça ressemble, en tout cas, ils disent qu'ils écrivent en représentant des tas de choses qui, pour nous, peuvent ne pas ressembler à de l'écriture, mais ils ont des représentations et ils écrivent, vous savez, ces petites boucles-là qu'ils nous font, ou ces grands dessins, grands gestes, grandes traces d'écriture qu'ils peuvent faire, ou au contraire, déjà quelque chose qui commence à ressembler à de traces de lettres, de quelque chose comme ça. Dans les années 80, et ces travaux-là nous ont beaucoup influencés, alors les travaux de Reid et Chomsky, ce sont eux qui vont nous amener la fameuse expression de l'écriture inventée, c'est-à-dire que les enfants ont intérieurement quelque chose, culturellement, une connaissance d'une écriture. Dans les années 80, les travaux d'Emilia Ferrero, je ne vais pas les développer ici puisque vous les connaissez tous, ils sont plus aujourd'hui que connus. Elle montre qu'il y a une psychogénèse de l'écriture, que les enfants ont des représentations qui évoluent au contact des enseignements. C'est aussi intéressant de voir la façon dont en France on s'est emparé de ces travaux-là, puisque je vous rappelle qu'Emilia Ferrero travaille en Amérique latine et que sensiblement quand même, pour être assez à l'aise dans les deux langues, en espagnol et en français, on fait quand même moins de fautes en orthographe en espagnol. Il y a plus de chances intuitivement d'en faire un tout petit peu moins, je dirais. Après, ce que je viens de dire est contestable. Mais dans l'entrée dans l'écrit, le rapport, la correspondance graphiphonème, elle n'est quand même pas la même dans les deux langues, et donc ça change des tas de choses. Puis ce qui est fabuleux dans la langue française, ce sont les exceptions. Une règle existe parce qu'il y a des exceptions. À croire qu'on a écrit des règles pour justifier des exceptions, pour montrer qu'en fait ça ne fonctionne pas toujours de la même façon. Bon, il y en a moins dans d'autres langues. Donc il y a l'entrée dans les normes d'écriture qui peuvent aussi être différentes. Mais les travaux de Fijalkov là-dessus et de Besse sont très, très, très intéressants. On a aussi quelques travaux sur les recherches sur les représentations que les enfants ont de l'écriture. Alors, je m'arrêterai très rapidement sur deux recherches. D'abord parce que ce sont deux collègues du laboratoire Théodile, parce qu'il me semble qu'elles nous disent des choses, alors pas totalement nouvelles, mais qui sont intéressantes en tout cas à ne pas oublier. Martine Fialib-Barad, qui a travaillé sur une cohorte d'enfants de la grande section au CE1, y compris l'année de CP, montre sur M, elle travaillait dans un contexte très contrasté socio-économiquement. Et elle montre que finalement, pour les élèves les plus en difficulté, avérés plus en difficulté d'après sa cohorte, eh bien, pour eux, l'écriture est un geste et reste un geste. Ce n'est pas quelque chose, justement, du produit, de l'imagination, d'avoir envie d'entrer en communication. Ce n'est pas ça. C'est le geste à faire, le bon geste. Et le bon geste se mélangeant parfois aussi avec la bonne orthographe. L'orthographe serait quelque chose du geste. Pas quelque chose qui se pense, mais quelque chose du geste. Voilà, il fallait faire le bon geste. À la fin, il fallait mettre un S. Il fallait faire le bon geste jusqu'à la fin du mot. Quelque chose donc qui reste de ce point de vue-là. Elle nous montre aussi, et je crois que ça aussi c'est intéressant pour nous, par exemple, que certains enfants en grande section, et pour le coup j'ai repris le terme enfant, certains enfants en grande section, quand elle leur demande « tu écris, qu'est-ce que tu écris à la maison, tu aimes écrire, qu'est-ce que tu écris à l'école ?» Certains enfants répondent « non, ils n'écrivent pas. » « Non, tu n'écris pas. Non, non, non. Mais tu vas apprendre à écrire, tu vas apprendre à écrire. Oui, quand ils seront au CP. » Voilà. Et c'est une façon, dit-elle,
pour les enfants de grande section de repousser cet apprentissage, justement de ne pas entrer dans ces contraintes dont ils mobilisent aussi cette difficulté. Je repense à ce que disait Viviane Bouis tout à l'heure sur la réussite. Voilà. Si on montre que certains gestes sculpturaux, pas totalement terminés, attendus, produits totalement correctement, scolairement correctement, mais si on montre qu'il y a déjà quelque chose de l'ordre de l'apprentissage dans ce qui est en train de se construire, peut-être qu'on les aidera à avoir un peu plus confiance en eux et de se dire que ce qu'ils font en grande section, c'est déjà quelque chose qui amène vers l'écriture. Alors la thèse de Caroline de Crau-Felfel, je reprends juste une idée qui m'intéressait beaucoup dans son travail, c'est la description très fine qu'elle fait des confusions pour certains enfants encore en fin de grande section, qui pour eux, écrire c'est aussi des signes, ils ne font pas la différence entre le dessin, entre l'écriture, entre les lettres, entre les chiffres, voilà, quelque chose où on dira la clarté cognitive de ce qu'est le geste scriptural, de ce qu'est l'écriture n'est pas fixe, ne se développe pas suffisamment. Et je crois que là, enfin en tout cas ce serait une de mes hypothèses, ce serait cette tension entre enfants et élèves qu'il faudrait peut-être aller interroger. Pourquoi certains élèves mettent du temps, ont besoin de plus de temps? Quel espace on leur laisse aussi pour qu'ils aient le temps d'intérioriser ces apprentissages-là, mais qui n'ont pas encore le degré d'apprentissage. Alors il y a une inconnue, quand même, ce sont ces fameuses pratiques extrascolaires dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un champ qui s'est énormément développé dans le secondaire. Je vous rappellerai les travaux de Marie-Claude Panlou sur les collégiens quand elle a travaillé sur ce que les collégiens écrivaient, les travaux de Christine Barré de Mignac aussi, sur, là encore, les collégiens, les lycéens, ce qu'ils faisaient en dehors de l'école. Donc on a beaucoup de choses. On a quelques petits travaux sur le cycle 3. Sur l'école maternelle, on a assez peu d'informations sur ce qu'ils font au sujet de l'écriture en dehors de l'école. Et ce qui m'a marqué, la raison pour laquelle je pose la question, c'est que, assez curieusement, les parents me ramenaient des choses. Quand j'étais dans ces écoles, ils me ramenaient des traces d'écriture, parfois en me demandant si ça c'était de l'écriture, si on pouvait considérer que c'était de l'écriture. Mais ce qui était aussi frappant, c'est que les parents qui m'amenaient des choses n'étaient pas forcément ceux dont on aurait pu croire qu'effectivement il y avait des pratiques d'écriture plus ou moins élaborées. C'était pas des parents c'était pas des enseignants, des parents enseignants. C'était pas à vous. Voilà. C'était pas forcément dans les milieux les plus favorisés, où là, il se posait peut-être moins de questions finalement pour savoir si l'enfant écrivait ou pas, où on enseignait déjà des contraintes, ou mobilisait déjà des tas de choses, où étaient déjà les supports de l'école. Mais dans les familles, parfois, comment je dirais, les plus éloignés des pratiques scolaires, eh bien, eux aussi me ramenaient des choses, des écrits dont je vous en montrerai quelques-uns. Alors, pourquoi il y a peu de travaux là-dessus? Parce que nous avons un grand problème de recueil de données pour ces recherches. Je vous ai dit, moi, je travaille sur un corpus qui est incomplet, dont le sens scientifique reste vraiment à reconstruire, parce que je n'ai que ce que les parents m'ont donné, donc je ne sais pas en réalité ce que font les enfants en dehors de l'école. Je sais ce que certains parents ont accepté, ont bien eu envie de me donner à ce moment-là. C'est à cela dont on a accès. Donc il y a là tout un pan de recherche vraiment à développer et sur d'autres méthodologies de recueil de données et pas simplement sur cette bonne volonté des parents à partager des écrits avec nous. Ce que l'on pourrait attendre, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi aller s'intéresser aux écrits extrascolaires? Eh bien, je reprendrai pour les mêmes raisons que Yves Reuter disait au sujet du secondaire, pour avoir une connaissance de ce qui est déjà là. Je vous disais tout à l'heure, il y a des tas de travaux qui nous disent ce qui est là, mais concrètement, nous, quand on est dans une classe, qu'est-ce qu'on sait de ce qui est là?
qu'est-ce qu'on sait de ce qu'ils font, de ce qui se fait en dehors de l'école, et ce sur quoi on peut s'appuyer justement pour accompagner l'enfant dans son écrit. Donc une reconnaissance aussi de certains enfants qui pourraient être en difficulté à l'école, ne pas oser à l'école, mais qui font des choses en dehors de l'école et que l'on pourrait aussi valoriser, en tout cas s'appuyer là-dessus. Alors quand on touche à l'extrascolaire, c'est évidemment avec beaucoup de précautions, parce qu'il y a des limites. Et je crois que là, quand on est didacticien ou quand on est enseignant, vraiment à faire très attention, il ne s'agit pas de dire aux parents ce qu'il faut faire en dehors de l'école pour qu'il y ait des pratiques d'écriture extrascolaire. Surtout pas, à aucun moment. Enfin, on n'est pas là pour ça, c'est pas le rôle de l'école, c'est pas notre rôle. Et puis là, honnêtement, voilà, non, c'est pas ça. Il ne s'agit pas non plus de déscolariser des pratiques scolaires et à l'inverse de scolariser des pratiques extrascolaires. Voilà. C'est juste l'espace que l'on laisse à ces pratiques extrascolaires et la connaissance que l'on pourrait avoir. Alors, je vous en montre un d'écrit. Voilà, ça, on a tous eu des choses comme ça. Vous les avez eues avec vos propres enfants. Vous les avez vus et revus. Les enfants produisent beaucoup de choses comme ça. Alors ici, c'est le petit Louis. Louis a 5 ans. Il est il est en début de grande section. Il a 5 ans et 6 mois. Il est en grande section, pardon. Et Louis, qu'est-ce qu'il écrit? Eh bien, il écrit sa joie de vivre. Il écrit tout son petit monde. Il est là au centre et regardez comment il est entouré, cet enfant. Et tout ce qu'il nous dit de lui, c'est Louis, Clémence et son frère. En dessous, vous avez papa et maman. Vous avez un « je t'aime » qui commence de façon verticale. « Je t'aime ». Martin, qui est son meilleur ami. Et puis ce qu'il écrit en dessous, alors que je retrouve, il y avait quelque chose de l'ordre de la récréation. Voilà. Et ça, il ne l'écrit pas à l'école, il l'écrit en dehors de l'école. Et dans cet écrit extrascolaire, vous voyez, cet enfant mobilise des tas de choses, et de sa dimension d'enfant, et de sa dimension d'élève qui est en train d'apprendre, qui a mémorisé des mots, qui sait comment certains s'écrivent, et qui tâtonne sur d'autres, hein, parce que ce GRCEE, là, avec cette flèche, bon, on ne sait pas, il faudrait lui redemander ce qu'il a écrit. Mais en tout cas, il écrit des choses, il mobilise, il a autre chose. Et on voit dans cet écrit comment se mélangent des choses qui sont apprises, qui sont de ce que l'élève a appris, de ce qu'il mobilise pour le refaire, et de ces tâtonnements qui sont encore là et qu'il s'autorise, alors pas à l'école, en dehors de l'école. Voilà, ça aussi c'est un écrit extrascolaire, c'est une maman qui me l'a donné. Ça ressemble extraordinairement à l'école. C'est pour ça que je vous dis, hein, c'est pas la peine de déscolariser les pratiques scolaires, les parents s'en chargent. Enfin, voilà, certains de nos élèves font ça en grande section pour les préparer au CP, ce sont les devoirs de vacances. Je ne sais pas si elle saura mieux écrire. Et voilà un autre cahier qu'une maman m'a donné de son petit Hugo. Voilà, Hugo. Non seulement il écrit son prénom à l'école, mais il l'écrit à la maison. Et il l'écrit avec des normes scolaires. Vous voyez, ça ressemble à ces 2 lignes, hein, mon abécédaire, l'espace, qui est un des apprentissages de l'écriture scolaire. Et bien ici, voilà, on le retrouve. Hein, il a à reproduire, à refaire, à repasser dessus avec ces pages d'écriture. Voilà. Alors, intéressant ou pas pour nous, je pense qu'il faut le savoir. Voilà, il faut savoir ce qui se passe, que finalement, on n'est vraiment pas les seuls à enseigner la contrainte. Alors, j'en arrive à la dernière partie, cette fameuse articulation que j'ai essayé de défendre. Si je reprends là ce tableau, que je ne vais pas commenter très longtemps, mais juste pour vous dire qu'en reprenant le corpus sur lequel je travaille, j'ai essayé de voir ce qui, dans ces écrits,
comment je pouvais repérer cette dimension de l'enfant, une dominante de la dimension, une dominante de cette articulation, une dominante de l'articulation élève. Ce qui m'intéresse, c'est comment on passe de l'une à l'autre. Si je prends par exemple l'écriture du prénom, la première, les enfants apprennent à écrire leur prénom chez eux. Il y a des tas de choses sur le prénom, ne serait-ce que parce que certains, lorsqu'ils rentrent dans leur chambre, maintenant c'est commercialisé un peu partout et c'est parfois les premiers cadeaux que l'on a à la maternité, en tout cas moi j'en ai eu, on a les lettres du prénom des enfants. Voilà. Ils sont familiarisés avec ces lettres, avec ce prénom qui est là, ces cadeaux que l'on offre, ça fait partie de l'environnement, de cette dominante enfant, et il se constitue avec l'écriture de son prénom. Il apprend aussi à l'écrire à l'école, et il apprend aussi à l'écrire, comme tout à l'heure, Hugo, ou ses petits-enfants, ces élèves de CP dont je vous disais, on leur donne une feuille blanche et ils savent, voilà, il faut écrire le prénom. Ce qui est intéressant, c'est de voir, non pas une quête d'équilibre entre toutes ces tâches, mais de se dire que dans cette programmation dont parlait tout à l'heure Viviane Bouis, eh bien de temps en temps, on va laisser de la place à une dominante enfant, des écrits qui vont favoriser cela, plus cette création, moins la contrainte, et d'autres où, au contraire, on va favoriser beaucoup plus l'enseignement, l'apprentissage de la contrainte, mais quelque chose qui soit équilibré, qui ne soit pas justement dans le renforcement de la tension, qui serait de l'exclusion d'une des dominantes du sujet scripteur. Alors, je vous en montre quelque chose. C'est toujours mon petit Hugo. Vous voyez, je vous remontre Hugo. Hugo à la maison. Hugo à l'école. Moi, je pense que Hugo, quand il est chez lui, il mobilise sa dimension d'élève et que quand il est à l'école, il le décore. Là, on lui laisse, il utilise de la couleur. Et voilà, on ne lui a pas demandé d'aller coller toutes ces petites couleurs autour de son prénom. Là, c'est de son initiative. Et là, il y a quelque chose de l'enfant qui est mobilisé dans cette activité. Ces cahiers d'anniversaire, là, c'est un recueil d'une classe freinée avec laquelle j'ai travaillé. On est en moyenne section, en début d'année de moyenne section, et les enfants s'offrent des dessins pour fêter l'anniversaire de celui qui va fêter son anniversaire dans la semaine. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a là aussi des tentatives d'écriture du bon anniversaire mélangées au dessin. Vous les avez sur le premier dessin, ici à droite, pardon, et de l'autre à côté de l'immeuble, enfin, ce que moi j'ai interprété comme étant un immeuble. C'est des enfants. C'est une école qui est au pied de grandes tours. Alors je pense que ce sont les tours, mais ça, vous savez, les chercheurs ont toujours des interprétations un peu farfelues. En tout cas, c'est dans le nord et il y a du soleil. Un atelier d'écriture spontanée. C'est ainsi que l'enseignant l'appelle. Alors, j'aurais pu vous en apporter d'autres. Moi, il m'intéresse. Là, les enfants entrent le matin à l'école et ont le choix d'aller dans cet atelier d'écriture spontanée. Ils écrivent ce qu'ils ont envie. Ils ont le choix. On ne les oblige pas à y aller. Évidemment qu'au bout d'un moment, quand on est enseignant, on repère qu'il y en a un qui n'est pas encore passé et on l'invite, on lui donne envie à ce qu'il puisse aller, on l'encourage. Bon, mais en tout cas, le choix est là, surtout au début. Après, c'est l'école, quand même. Alors, Thibaut, que nous a-t-il écrit? Eh bien, ensuite, il retrouve l'enseignante et il retravaille sur ce qu'il a écrit et il dit ce qu'il avait envie d'écrire. Eh bien, ici, il raconte qu'il a fait du tennis. Voilà, j'ai fait du tennis. Ce qui m'intéresse dans ses écrits, c'est évidemment tout le travail sur la langue qui est là, sur lequel on pourrait retravailler. Mais sur la problématique d'aujourd'hui, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est cet élève qui s'autorise à être un enfant en train d'apprendre, un enfant scolarisé, et pas simplement le produit fini. Il s'autorise un truc. Il y a vraiment très peu de place à l'école. La rature. On leur apprend à ne pas raturer, à faire des trucs propres. Eh bien, allons-y. Après, on leur apprend à faire des brouillons. Après, on ramasse des brouillons. Maintenant, on veut des brouillons propres. Vous verriez mes notes quand j'écris, mais heureusement que je me suis libérée des contraintes de l'école, parce que j'écrirais rien.
Voilà, on rature. Et ça, c'est bel et bien ce sujet entier qui tâtonne, qui est en construction, qui laisse sa place à ces apprentissages qui se construisent et qui ne sont pas innés. C'est pas parce qu'on a dit G, c'est J apostrophe AI que je sais reproduire J apostrophe AI. Et ce qui renvoie à ce que Bess et les travaux que j'évoquais tout à l'heure autour de cette verbalisation excessive où l'enfant joue, voilà, ici on a de la place pour qu'il ne joue pas, pour qu'il assume précisément ce qu'il est en train d'apprendre, ce qu'il est en train de faire, pour qu'il mobilise l'intégralité de son sujet, voilà, son sujet scripteur. Alors, je n'ai pas résisté, je vous en ai quand même ramené un, c'est Constant. Constant fait partie de cette recherche dont je vous parlais tout à l'heure, de l'IFE, financée par la DGESCO, il faut que je le dise, financée par la DGESCO et l'IFE de l'ENS. Donc, Constant, nous l'avons rencontré mercredi, il venait juste de rentrer, le mercredi de la rentrée, la première semaine. Il avait quelques mots, je ne vous dirai pas les mots qu'il devait m'écrire, mais il a écrit son prénom, il a mis un point, il a souligné, donc ça, il l'a fait en totale autonomie, après m'avoir dit qu'il devait écrire son prénom. Puis ensuite, il a écrit Anna. Alors, je me suis dit, oh, il a vu mon prénom, il a retenu mon prénom. Extraordinaire, ce petit. Et puis, je lui ai dicté d'autres... Alors, je ne dicte pas mon prénom aux enfants, ça ne fait pas partie du protocole. Je lui ai demandé de m'écrire d'autres mots qui ne sont pas là. C'est d'ailleurs pour ça que je peux vous le montrer. Puis, à un moment donné, je me désespérais quand même et j'ai fini par lui dire, qu'est-ce que tu m'écris? Et il m'a dit, j'écris Anatole. Et pourquoi tu m'écris Anatole? Parce que là, vous ne le savez pas, mais ils ont passé un test dans lequel il y avait un personnage Anatole, la veille. Je me suis dit, fabuleux ce petit. Il a retenu le prénom, voilà, du personnage. Il n'en a rien à faire de ce que je lui demande de faire, mais enfin, il y a des apprentissages qui sont déjà là. Il a à peine entendu le prénom Anatole qu'il sait me le réécrire. Fabuleux. Non, non, pas du tout. C'est la maman qui lui lit une histoire sur Anatole. Voilà. Et moi, je voulais évaluer un élève le vendredi de la rentrée, et lui, il m'a rappelé qu'il était un enfant et qu'il écrivait ce qu'il avait envie d'écrire. Alors, pour conclure, peut-être qu'il faudrait diversifier, équilibrer toutes ces activités d'écriture, laisser de la place, en tout cas, vous l'avez compris, à cette dimension. Réfléchir sur l'affichage, peut-être laisser aussi de la place. Voilà, est-ce qu'on ne peut pas ensemble réfléchir à l'intérêt, d'abord, et ensuite, si on y trouve un intérêt, comment est-ce que l'on fait pour qu'il y ait de la place pour ces écrits extrascolaires? Non pas pour les montrer comme des choses à reproduire, mais pour valoriser ce qui se fait aussi en dehors de l'école et de construire ce lien entre ces écrits en dehors de l'école. Alors surtout pas pour montrer qu'il y en a d'autres qui ne le font pas, surtout pas ça, il y a tout ça à prendre en considération. Il y a les sorties scolaires, je vous disais, dans un an, je pense que j'ai des éléments à vous dire dans ça, sur cette question-là. Les collaborations entre pairs, je pense qu'elles sont importantes, j'en ai très peu parlé, mais sur les écritures inventées, nous savons, en tout cas sur les productions d'écrits, le rôle des collaborations entre pairs. Nous savons que les enfants bougent beaucoup plus leur représentation quand quelqu'un qui est un père, un autre enfant, un autre élève, les interroge là-dessus, plutôt que lorsque nous, adultes, et je dis bien adultes, parents, enseignants, amenons la norme. La norme n'a pas de sens, mais si un enfant le questionne autrement, voilà, il entre, il se réquestionne. On a vu des bougées, nous avons des traces de ces ateliers qui montrent des bougées possibles là-dessus. Juste deux mots sur la limite peut-être aussi des ateliers et l'illusion de l'autonomie. Je ne pense pas qu'on apprenne aussi seul, et je ne pense pas que l'écriture inventée soit quelque chose à laisser faire seul aux enfants dans un coin. Je crois qu'il faut cette médiation. Alors pourquoi je le pense de façon très forte, et le rôle fondamental de l'enseignant, je reprendrai les travaux de Riben là-dessus, parce qu'il me semble intéressant. Ils ont mené une expérimentation avec 3 groupes. Un groupe d'élèves qui avaient un entraînement à de la copie.
ces élèves avaient des exemples de mots et les recopiaient. D'autres enfants, on a développé des pratiques d'écriture inventée. Et un troisième groupe expérimental où on leur a fait un atelier d'écriture, enfin des ateliers sur le temps évidemment, des ateliers d'écriture inventée avec de façon systématique le feedback de l'élève. Et les résultats, moi je pense qu'ils ont à nous faire réfléchir, c'est qu'il n'y a aucun résultat entre les enfants qui ont fait de la copie et ceux qui ont fait de l'écriture inventée. Il n'y en a pas. Les enfants, là où il y a des différences de résultats, c'est entre ceux-là et ceux qui ont fait de l'écriture inventée avec du feedback. C'est-à-dire que si on ne revient pas, si on ne crée pas du discours, si on n'accompagne pas, si on ne donne pas du sens, en fait ça ne s'appelle pas l'école. Il n'y a pas d'apprentissage. C'est là notre rôle, de prendre et d'accompagner cette transformation. Voilà, et puis peut-être une dernière petite chose, je pense, et là je rejoindrai totalement Viviane Bouys, que l'école maternelle a réinventé sa forme scolaire, à inventer, à réinventer, en tout cas sans doute pas à reproduire l'école élémentaire. Nous avons une richesse qu'il faut développer. Je vous remercie.